Quelle gestion pour le nouvel aéroport international Blaise Diagne? Que retenir de la déclaration de politique générale du Premier ministre sur les plans économiques et social? L'affaire Khalifa Sall et son renvoi devant le tribunal correctionnel, quelle lecture en faire? Pour débattre de ces questions d'actualité, Remue Ménage reçoit ce dimanche 10 décembre 2017 Demba Moussa Dembélé, économiste, membre du Front anti-CFA, et Ousmane Biram Sané, également économiste, ancien directeur de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières du Sénégal. Remue Ménage, dimanche, 10h-11h avec Alassane Samba Diop sur la radio de toute l'actualité, RFM. Dimanche 10 décembre 2017, bienvenue à tous et grand merci à Binta Diallo d'avoir assuré la présentation de votre émission ces dernières semaines. Nous sommes avec Demba Moussa Dembélé, économiste, président de l'ARCAD et membre du Front anti-CFA, l'un des auteurs du livre sur le franc CFA, la servitude volontaire. Et Ousmane Biram Sané, économiste consultant, ancien directeur de BRVM, antenne locale. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, le procès de Khalifa Sall et de ses co-inculpés a été fixé pour jeudi prochain, l'ouverture du procès. Depuis 9 mois, le maire de Dakar et ses co-inculpés sont en prison, accusés de détournement présumé de deniers publics, association de malfaiteurs entre autres, beaucoup de péripéties. La fixation du procès a été donc annoncée par la justice. Comment, Demba Moussa Dembélé, analysez-vous cette affaire? Merci Alassane. Bonjour à vos auditrices et auditeurs. Et bonjour à mon vis-à-vis jeune frère Biram Sané. C'est un plaisir de me retrouver ici, dans ce studio. En ce qui concerne ce procès, moi j'ai eu à m'exprimer depuis longtemps sur ce cas. Pour moi, c'est un problème politique, fondamentalement. Et à voir la manière dont ce dossier a été géré dès le début jusqu'à maintenant, on se rend compte qu'il y a une machine politique derrière pour liquider un candidat potentiel à l'élection de 2019. J'ai l'impression que le Macky Sall et son régime veulent faire le vide. On a évacué Karim Wade, et d'ailleurs il y a un journal qui disait hier, après Karim, c'est Khalifa. Donc on a évacué Karim Wade comme candidat potentiel dangereux, entre guillemets, et maintenant c'est le tour de Khalifa Sall. Alors moi j'ai toujours dit que si Khalifa Sall s'était rangé derrière Ousmane Tanor Dieng pour soutenir Macky Sall, on n'aurait jamais parlé de Khalifa Sall. Et donc, toute la procédure qui a été employée, précipitée, en violation même de certaines règles élémentaires, tu vois, on a utilisé la justice qui malheureusement a joué un très mauvais rôle dans cette affaire pour liquider un adversaire politique potentiellement. Pour moi, c'est fondamentalement politique. Ça n'a rien à voir avec toutes ces accusations dont on parle. Ça, c'est mon point de vue. Ousmane Biram Sané, vous partagez ce point de vue? Bonjour Alassane. Tout d'abord, je salue vos fidèles auditeurs. Et c'est toujours un plaisir renouvelé de co-débattre avec mon aîné Moussa Dembélé. Par rapport donc à l'affaire Khalifa Sall, moi je me positionne plutôt dans une lecture non partisane. Je pense que j'ai de l'empathie pour Khalifa Sall et je pense que cette affaire traduit aussi le contexte mondial dans lequel nous sommes, où les événements vont très vite et où en tout cas on se rend compte que il y a des situations inattendues, brutales. C'est pas le seul cas qui est aujourd'hui pendant. Je pense que cela pose aussi les rapports des hommes politiques avec leurs responsabilités. Parce que, vous savez, la politique, elle vous porte dans les sommets les plus admirables, mais aussi elle vous rétrograde dans les plus grands bas-fonds.
Je pense que l'affaire est pendante en justice et ce n'est qu'une question de jour pour essayer donc d'avoir la lumière sur cette affaire de Khalifa Sall et la gestion donc des caisses d'avance de la mairie de Dakar. Fions-nous à notre justice. Pour vous, c'est une affaire politique ou judiciaire? Pour moi, c'est une affaire purement judiciaire. Pourquoi? Parce que il y a des faits qui lui sont reprochés et donc la justice suit son cours et je pense qu'il y a des faits constants qui sont là. Il faudrait peut-être prouver son innocence ou sa culpabilité. Parce que de toute façon, quand on est dans la charge publique, tout le monde sait qu'on doit pouvoir rendre compte. Et par rapport à ça, il y a des instruments qui sont là, qui permettent donc de rendre compte de manière comptable aux populations qui vous ont mis ici. Je pense que cela est important. En dehors de tout esprit partisan, c'est clair que c'est très très difficile de voir un homme politique qui a atteint des sommets être dans un pétrin comme ça. Je pense qu'il y a eu un autre cas après Khalifa. On ne peut pas être insensible. Mais je pense qu'on peut laisser donc la justice faire son travail et voir le verdict qui en sortira. Pour le moment, moi, c'est dans cette posture que je me place par rapport à cette affaire qu'on appelle donc Khalifa Sall. Au-delà de l'aspect politique dont on parle dans cette affaire, il y a quand même un rapport de l'IGE qui a fait que M. Khalifa Sall a été attiré devant la justice. Et il n'est pas le seul. Il y a 7 autres personnes et on ne parle que de Khalifa. Et les autres? Non, mais ils ne sont pas citoyens aussi. Non, il y a un rapport. Vous avez dit, il y a un rapport. Et c'est fait à dessein. Il y a des rapports sur d'autres personnes. Mais c'est des rapports qu'on a mis dans les tiroirs. Le président a dit un jour, j'ai mis le coude sur les rapports. Je vous dis simplement que l'OFNAC avait mis dans son rapport, avait mis le directeur du COUD qui avait été incriminé dans le rapport. Mais dans l'affaire Khalifa, c'est l'IGE, c'est l'inspection générale d'État. Oui, mais ce sont des organes de l'État, de toute façon. De différentes compétences. Oui, d'accord, de différentes compétences, si vous voulez. Mais l'IGE a produit combien de rapports sur des personnes qui n'ont jamais été suivis des faits? Je vous dis que même ce rapport, si Khalifa Sall s'était rangé derrière Macky Sall aurait mis son coude sur ce rapport-là. Il ne l'aurait jamais poursuivi. C'est parce que c'est un adversaire potentiel. Mais justement, est-ce que les rapports sont traités en fonction de la tête du client, c'est ça? C'est pas... Non, sur ce cas. Non, c'est-à-dire sur ce cas. Pourquoi c'est politique? Regardez l'histoire de l'immunité parlementaire. Mais c'est tellement ridicule. Il est député. Le Conseil constitutionnel valide. Ses avocats, ses partisans disent il est couvert par l'immunité. Ils disent non, il n'en a pas. Et quelques semaines après, on dit ah oui, c'est vrai, il a cette immunité. Il faut la lever. Mais c'est tellement ridicule. Ils ont ridiculisé le Sénégal à travers le monde. Même dans les républiques bananières, on ne se comporte pas comme ça. Et ce qui renforce dans l'esprit des Sénégalais que c'est une affaire purement politique. Est-ce que les dossiers sont traités en fonction de la tête du client dans ce pays? Je ne peux pas le dire. C'est une question que je pose. Je ne peux pas le dire, je n'en ai pas les preuves. Mais une chose que je partage avec Moussa, c'est l'affaire de l'immunité parlementaire. Je pense que, je ne suis pas juriste, mais en écoutant les analyses des juristes, ça a dû mettre plus d'un mal à l'aise. Cette question de l'immunité parlementaire a été une question douloureuse. Voilà. Et par rapport à la tête du client? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Il est sûr que les dossiers sont traités. Non, vous savez. Les personnes, il y a certains qui sont mis sous le coude et d'autres transmis à la justice. Il faut voir le délai de prescription des dossiers. Je sais pas. Je pense pas que tous ces audits-là, que les délais de prescription soient atteints. Donc, à tout moment, la puissance publique peut revisiter des dossiers. Moi, je pense que c'est ça. Voilà. Mais pour le cas du COUD, du directeur du COUD, l'OFNAC avait dit on va transmettre le dossier à la justice. Il y a 400 millions de francs qui ont été détournés. Mais comme c'est un membre éminent de l'APR,
qu'est-ce qu'on a fait? On a limogé la directrice ou la présidente de l'OFNAC et on n'a plus jamais parlé de ce dossier. Et le monsieur maintenant est élu député sur la liste de la paire. Donc, oui, c'est vraiment à la tête du client. Ça a été toujours comme ça. Le président lui-même l'a dit et répété. J'ai mis le coude sur certains dossiers parce que j'ai besoin de ces gens-là pour soi-disant massifier mon parti et ensuite me faire réélire en 2019. Voilà la réalité. Le 14 prochain, donc jeudi prochain, la justice dira effectivement ce qui s'est passé dans cette affaire. Les juges vont ouvrir le procès. L'autre point de notre débat, c'est par rapport à l'AIBD qui vient d'être inauguré. Certains estiment que Khalifa Sall a été mis en prison pour 1,8 milliard de francs CFA qui lui est reproché. L'AIBD, ça a coûté, personne ne sait d'abord de quoi exact l'AIBD parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont avancés. C'était en particulier 700 et quelques milliards. Les gens se demandent un aéroport qui devait démarrer avec 200 et quelques milliards, on se retrouve avec 700 et quelques milliards. Personne n'est fautif. Où sont passés les milliards? Alassane, c'est vraiment regrettable qu'on sorte des chiffres fallacieux. Quand j'ai vu un organe de la presse sénégalaise afficher que l'aéroport a coûté 775 milliards, j'ai dit faux, faux et faux. Pourquoi? Cet aéroport a coûté 430 milliards de francs CFA. Initialement, c'était 200 et quelques milliards. Oui, mais il y a des péripéties. Vous savez, Alassane, l'aéroport de Dakar, AIBD, est l'un des plus beaux et meilleurs et bons projets pour la décennie 2000 à 2030. Pourquoi? D'abord, par la qualité du montage financier, on trouve dans cette opération une initiative privée, en tout cas une initiative étatique du moins, avec un peu la vision du président Wade, il faut le lui reconnaître. Au tout début, c'était lui. Ensuite, la RDIA. Avec la RDIA, qui a été un financement innovant, qui est cité partout en Afrique. De 55 euros, soit de plus de 36 000 francs CFA sur chaque billet d'avion. Billet d'avion au départ de Dakar. Donc ce sont les Sénégalais qui ont payé. Non, ce sont les voyageurs, ça peut être des non-Sénégalais. C'est au départ Dakar. Au départ, oui, des Sénégalais. C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable pour un projet public. Mais maintenant, 400 milliards, où sont passés? Ce gap, cet argent-là va où? Est-ce que personne n'est responsable? Non, vous savez que votre collègue a fait une fausse démonstration. Je peux vous dire il a fait une confusion. Monsieur Sané, ce qu'on voudrait savoir, au-delà des chiffres, si, admettons qu'on parte de 200 milliards jusqu'à 400 milliards, cet argent qui est monté jusqu'à 400 milliards, il est passé où? Dans la poche de qui? Non, je vous résume le montage financier de la AIBD. Quand l'État a créé la société AIBD, c'était cette société qui avait en charge de concevoir, de financer, de construire et d'exploiter. C'est un contrat du genre construire, exploiter et donc cette société avec cette prérogative pour le financement s'est approchée de l'État. Ils ont créé la RDIA pour montrer que nous voulons un aéroport. Qui est toujours nous avons exactement. Donc, mais l'AIBD est une société à 100% étatique. Donc, ensuite, ils sont allés chercher de la dette avec deux chefs de file, la BAD et la BID, la Banque islamique de développement. Donc, il y a eu des fonds propres sous forme de RDIA, il y a eu de la dette. Et ensuite, une fois que le financement a été réuni pour la construction, ils ont signé avec le groupe Saoudi Bin Laden. Ce groupe a commencé les travaux. D'ailleurs, Saoudi Bin Laden a fait près de 70 à 75% des travaux. C'est par la suite qu'il y a eu des coûts non prévus et qu'ils ont demandé à l'État de leur signer un avenant parce qu'il y a des coûts qui n'étaient pas prévus. Ils se sont pas entendus, ils se sont quittés à l'amiable. L'État a lancé un appel d'offres et a appelé un autre constructeur qui a été sélectionné, c'est le groupement Souma Limak, qui a terminé les 25 à 30% des travaux. L'aéroport a coûté 430 milliards. Ce que votre confrère a confondu, il a pris le service de la dette jusqu'en 2032, il a fait la somme pour dire que l'aéroport va coûter 775 milliards. Mais Alassane, juste un exemple. Alassane, si aujourd'hui vous allez à CFA au Sénégal, vous achetez un 4x4 à 30 millions, mais ces 4x4-là, vous avez acheté ça par un endettement à la banque. Combien coûte votre 4x4?
Ah, je pose la question, c'est vous l'économiste. Hein. Bah, mais quand vous allez à CFAO, ils vont vous remettre la 4x4 contre un chèque de 30 millions. Oui, mais... Donc il ne faut pas confondre le coût du projet et le coût du financement. Oui, c'est deux choses différentes. Mais moi, ma préoccupation, mais le problème, ma préoccupation, c'est M. Moussa Dembélé, c'est comment on est passé de 200 milliards initialement, on se retrouve vers 400 milliards, mettons que c'est 400 et quelques milliards. Et qu'on fasse un aéroport qu'on dise en cours de route, on n'a pas fait l'étude du sol, on n'a pas, c'est quand même extraordinaire dans un pays aussi organisé que le Sénégal, qu'on puisse implanter un aéroport sans étude du sol, sans rien du tout, et que c'est sur coup. Voilà. Et personne n'est responsable de ces surcoûts, de ces commissions qui auraient dû être touchées dans la construction d'aéroport. Oui, avant de répondre à cette question, je veux tout simplement dire que si vous achetez votre véhicule à la CFA à 30 millions, pour la CFAO, vous avez payé 30 millions. Mais si vous ajoutez les intérêts que la banque va vous charger, mais le véhicule vous reviendra à plus de 30 millions. Oui. C'est ça. C'est comme un prêt domicile. Exactement. Donc, dans le cas de l'aéroport... Ça, c'est le financement. Effectivement, dans le cas de l'aéroport, il y a des chiffres, comme vous l'avez dit. Il y a des chiffres, près de 800 milliards, dit-on. Et il y en a même qui disent près de 1000 milliards. Cela va coûter, en fin de compte, à l'État du Sénégal, c'est-à-dire aux contribuables, puisque c'est les Sénégalais qui vont un jour ou l'autre payer, sous une forme ou sous une autre. Maintenant, il y a eu des avenants avec Bin Laden. La question est de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ces retards, pour que tous ces avenants soient signés. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, et pour qu'on se retrouve près de 4 fois le montant initial. Parce que même dans leur journal gouvernemental, ils disent que c'est 443. Ça, c'est les chiffres officiels. Mais le problème, l'opinion sénégalaise, la question qui se pose, c'est qui sont les responsables de ces avenants? La chaîne de responsabilité dans cette histoire-là, elle est où? Il y a des ministères qui sont chargés de la construction de cet aéroport. Il y a des ministères de tutelle. Il y a des départements qui supervisaient cette construction. Mais je crois que quelque part, parmi ces différents départements, il y a des gens qui doivent rendre compte, nécessairement. Il y a des gens qui doivent rendre compte de l'énormité de ce financement, en fin de compte, et surtout de la durée de la construction de cet aéroport, avec ce financement qui risque tout simplement de poser des problèmes énormes au gouvernement sénégalais, parce que d'après la presse encore, dans 6 mois, il faudra commencer à débourser entre 20 et 30 milliards pour rembourser cette dette-là. Alors, oui, j'aimerais réagir sur ce point, parce que je pense que je ne veux pas faire de cette tribune une tribune d'analyse financière. Mais c'est important. Hein? Mais vous savez, quand le projet coûte 430 milliards, vous ne les avez pas aujourd'hui, ces 430 milliards. Mais on vous dit, si vous les sortez, vous avez votre aéroport clé en main. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés louer de l'argent. Ils sont allés emprunter de l'argent qu'ils n'ont pas aujourd'hui et qu'ils ont investi grâce à la dette. Le surcoût, c'est ça le loyer de l'argent, c'est le service de la dette. Mais ça, c'est très facile à comprendre. C'est le loyer de l'argent pour financer l'aéroport qui coûte aujourd'hui 430 milliards. Mais puisque c'est le contribuable sénégalais qui va payer tout ça. C'est vous et moi qui allons payer. Mais cet aéroport. Quand nous quitterons le Sénégal pour voyager, dans chaque billet d'avion, on nous prend 55 €, plus de 36 000 francs CFA pour la RDA. D'abord, pour la RDA, sans parler des autres prêts et des intérêts que ça va amener. Oui. Mais pourquoi on n'explique pas aux Sénégalais le réel coût de l'aéroport? Non, mais c'est ce que je vous dis comme ça. Aujourd'hui, quand la presse dit 775 milliards, peut-être que la presse aurait dû être plus curieuse pour dire qu'est-ce que ça rapporte. Vous pouvez pas, en économie d'entreprise, où toute chose a sa contrepartie, vous pouvez pas dire que ça a coûté tant et vous vous taisez sur ce que ça va rapporter. Parce qu'un aéroport qui va faire au départ 2 millions, 3 millions de passagers et qui peut monter en puissance jusqu'à 10 millions, vous prenez une RDIA de 54 € pour chaque passager, tout de suite d'emblée ça vous fait des millions d'euros, mais c'est un investissement très rentable. Parce que l'aéroport de Dakar-Yoff, pour ceux qui voyagent, savent qu'il était devenu obsolète sur tous les plans. C'est pas possible, on peut pas voyager, c'est même pas digne du Sénégal. Aujourd'hui, un aéroport a des impacts
sur le tourisme, sur l'économie. Il y a tellement de métiers dans l'aéroport. Il y a la gestion du fuel, le carburant. Il y a la gestion des hangars pèlerins, il y a la gestion des hangars pour les transits, etc. et tout. Il y a tellement de métiers et d'investissements dans cet aéroport que je me demande pourquoi les Sénégalais s'autoflagellent. À chaque fois que ce pays fait bouger le PIB, on est là, il y a des forces immobiles qui sont là, qui condamnent les innovations. Mais vous vous rendez compte, tous nos pays voisins ont des aéroports neufs. Vous allez à Bamako, vous allez à Nouakchott, etc. Nous sommes le pays dans cette sous-région qui a le plus de trafic. Au lieu de féliciter. Sauf qu'à Bamako et en Mauritanie, l'aéroport a été construit en 3 ans. Cet aéroport-là a pris 10 ans. Attendez. Ces 10 ans-là, on est parti de 200 milliards à 400 quelques milliards. Les avenants qui ont été signés, l'argent là, les commissions sont allées dans la poche de qui? C'est des projets, c'est des projets complexes. Ils sont complexes au plan juridique, ils sont complexes au plan technique. Vous savez, vous pouvez aujourd'hui être appelé à exécuter un marché ici pour construire un immeuble. Vous faites vos évaluations, vous creusez, vous trouvez des roches qui n'étaient pas prévues. Sans études? On peut le faire sans études. Mais les études ne disent pas tout. Les études ne sont que prévisionnelles. C'est dans l'action qu'on découvre des choses qu'on ne pouvait pas. La divergence avec Saoudi Ben Laden, c'est au niveau de ce qu'ils ont découvert dans le sous-sol qui fait que ça a amené des surcoûts qui étaient devenus inacceptables pour l'État. Mais pourquoi alors Souma Limak a terminé le travail? Un aéroport et un port, c'est les investissements les plus rentables pour un pays. Parce que c'est les premières portes d'entrée. Et je pense que si on regarde le plan d'affaires, on verra que cet argent sera vite amorti, parce qu'ils vont l'exploiter sur 25 ans. Et le montage financier est assez intéressant, parce que l'État ne perd pas. L'État est non seulement propriétaire de l'aéroport, mais aussi dans la société d'exploitation, qui est la société LAS, l'État a 34%. Et les deux autres privés turcs ont chacun 33%. Je vous dis, sur les 30 ans de 2000 à 2030, cet aéroport est l'un des plus beaux investissements que le Sénégal a réalisé. Et qui aussi témoigne d'un très bon passage de témoin entre Abdoulaye Wade, dont on ne peut pas vraiment exclure de ce projet, et Macky Sall aujourd'hui. C'est comme si vous êtes dans une piste d'athlétisme, une course de relais 4x100, et que vous voyez l'équipe du Sénégal, un témoin que Abdoulaye Wade remet à Macky Sall pour achever ce bijou qui est là. Grâce aussi à un pragmatisme, parce que c'était pas évident. C'était pas évident. Cet aéroport, il rapporte quoi au Sénégal? Oui, voilà, c'est ça la grande question. C'est vrai que tout le monde souhaite qu'il soit rentable. Et j'espère, bien sûr, qu'il le sera. Mais au profit de qui d'abord? Parce que d'après, pour le moment, on semble faire la part belle à des sociétés étrangères pour la gestion de l'aéroport. Est-ce que les sociétés sénégalaises seront associées à cette gestion? Est-ce que les populations qui vivent dans les alentours trouveront des emplois autour de cet aéroport? Parce que comme l'a dit Biram Sani, un aéroport, c'est presque une ville. Il y a tellement d'activités autour que ça génère des opportunités. Or, moi j'ai vu des jeunes ou des associations de Dias qui disent que pour le moment, ces jeunes ne trouvent pas leur compte au niveau des emplois qui sont prévus pour cet aéroport. Mais si les jeunes ou les populations qui sont autour n'y trouvent pas leur compte, si les entreprises sénégalaises pour le moment ne sont pas associées à la gestion de cet aéroport et qu'on fait la part belle aux sociétés étrangères, notamment françaises, ça, il faut le dire, mais qu'est-ce que ça va rapporter au Sénégal? En tout cas, à court et moyen terme, c'est une grande question qu'on se pose, peut-être à long terme, mais comme disait Keynes, dans le long terme, nous sommes tous morts. Ousmane Sané, qu'est-ce que cet aéroport peut apporter au Sénégal? Quel est l'impact sur l'économie sénégalaise? Mais l'impact, il est immense. D'abord sur les finances publiques, parce que dans un aéroport, il y a plusieurs taxes. Et plus vous avez de passagers, plus vous faites entrer des recettes. Et puisque AIBD appartient à l'État du Sénégal, après la rémunération des exploitants, il reste quelque chose
pour AIBD. Ensuite, un aéroport, ça stimule le tourisme. Vous savez, aujourd'hui, ce qui fait la différence des pays, c'est le nombre de nuitées d'hôtels qu'on vend, le nombre de conférences qui se tiennent dans un pays. Et pour ça, il faut avoir un aéroport, un grand aéroport. Même si certains analystes disent que la destination au Sénégal est encore chère comparée au Maroc, comparée à la Tunisie. Ça, c'est dans les politiques sectorielles qu'on peut rattraper cela. Mais je dis aujourd'hui, le Sénégal a toutes les infrastructures pour attirer aujourd'hui beaucoup d'activités au niveau mondial. Ces conférences qui se font, il y a un écosystème qui est né à Diamniadio. Il faut que les gens prennent aussi le temps d'adaptation. Les emplois ne tombent pas du jour au lendemain. Il faut que tout ce système s'installe, commence à fonctionner, soit bien huilé pour que les impacts commencent à se propager aujourd'hui au niveau de Diamniadio. Moi, je pense que il n'y a pas de doute à cela. Un aéroport, cet aéroport, même l'investissement s'imposait à nous. La rentabilité, elle est d'emblée garantie. Parce que sur 25 ans, vous avez combien de flux de passagers pour un aéroport qui peut aller jusqu'à 10 millions de passagers. Si chaque passager, déjà rien que la RDI a 54 € par passager, vous imaginez la manne financière, et il y a d'autres taxes. Et ensuite, les gens oublient quelque chose. C'est que cet aéroport s'inscrit dans le cadre d'une politique de développement des services aéroportiers qui a été très bien conçue, parce que il y aura les aéroports de l'intérieur qui vont être aussi gérés par les ADS. Et ces aéroports vont être mis aux normes, aux standards, de telle sorte qu'aujourd'hui, voyager en avion au Sénégal devient quelque chose de confortable, de rentable pour l'État et les opérateurs. Parce que par rapport aux sociétés étrangères dont parlait Moussa, qui sont là, mais Alassane, si il pèse sur vos épaules un service de la dette qui en 2032 sera à 775 milliards, vous avez tout intérêt à mettre des professionnels de la gestion aéroportière dans votre aéroport pour que vous puissiez assurer votre rentabilité. C'est-à-dire, il faut que aussi dans ce pays qu'on sorte de certains, comment dirais-je, de certaines analyses un peu trop sentimentales. Parce qu'aujourd'hui, le loyer de l'argent est très cher pour cet aéroport, le taux d'intérêt est à 8,5%. Et donc, pour l'exploiter, il faut que tu mettes un professionnel des free shops, un professionnel du handling, un professionnel du catering, etc. Voilà. L'aéroport va avec la nouvelle compagnie qui sera lancée, Air Sénégal. Le Sénégal a connu aussi des expériences par rapport à ces compagnies aériennes qui ont échoué, des expériences. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, que les mesures ont été prises pour éviter les erreurs du passé? Bon, difficile de répondre à cette question. Peut-être que ceux qui ont conçu cette nouvelle, en tout cas qui ont pris la responsabilité, le président et son gouvernement, de lancer cette nouvelle ligne, ont analysé les erreurs du passé et en ont tiré les leçons, j'espère. Mais seulement, je remarque quand même que nous parlons du Sénégal comme si nous étions les seuls. Parce que n'oubliez pas qu'Abidjan est en train également bien sûr de rénover l'aéroport Houphouët-Boigny. Il surveille. Bon, le Mali, vous en avez parlé, et même Lomé a un nouvel aéroport. Mauritanie. Donc, la Mauritanie. Donc, toute la sous-région, il y a de nouveaux aéroports qui sont en opération. Donc, ce n'est pas seulement le Sénégal. Et il faut tenir compte de cela. Et par rapport maintenant à la nouvelle compagnie, moi, j'avoue que quand j'ai vu dans la presse, parce que moi je ne suis pas dans le secret des dieux, qu'on a confié encore la gestion. Il parlait de professionnels. J'ai l'impression que les professionnels n'existent qu'à l'extérieur, notamment en France. Le PDG, c'est en Français qu'on amène, qui travaillait à Airbus, voilà, avec son staff. On dégage les Sénégalais. Mais est-ce que ce sont les Sénégalais qui étaient responsables de la faillite des anciennes compagnies, ou est-ce que c'était les partenariats qui étaient noués qui se sont servis de nos compagnies pour s'enrichir sur nos dos? Il y avait Royal Air Maroc, et par la suite, je crois qu'il y avait une autre compagnie française, Air France. Mais ce qui est sûr, c'est que ces compagnies, c'est leurs intérêts d'abord qui comptent. Par conséquent, si on leur confie, on noue un partenariat, mais le partenariat, c'est d'abord leurs intérêts
qui vont primer. Et dans cette nouvelle compagnie, je me demande quel type de partenariat on va nouer. Mais dès l'instant qu'on a mis en avant encore une direction étrangère, cela m'étonnerait que les intérêts du Sénégal, franchement, moi, c'est mon point de vue, cela m'étonnerait que les intérêts du Sénégal soient prioritaires dans cette nouvelle compagnie. Alors, quel sera son sort? Ça, c'est un point d'interrogation. Oui, cette nouvelle compagnie, vous pensez qu'elle peut faire mieux que les deux autres compagnies en termes de rentabilité, compte tenu de la concurrence régionale, avec aujourd'hui Air Ivoire qui est là, Kenya Airways, Ethiopian Airways et d'autres avions dans la sous-région. Kenya Airways. Écoutez, Hassan, je ne donne pas un chèque en blanc à la nouvelle compagnie. Et je ne crois pas aussi au sorcier blanc. On a vu de temps de Air Afrique, on nous a dit Roland Bicard, le sorcier blanc est là. Mais c'est lui qui a mené Air Afrique à sa perte. Exactement. Comme Moussa le dit, il y a des compétences qui sont là au plan national. Il faut les prendre, il faut les éprouver. La compagnie Air Sénégal a intérêt à tirer les leçons des faillites précédentes pour se la jouer sobre. Vous savez, un avion, il fonctionne à partir du billet d'avion que toi et moi nous payons. Si dans le même billet d'avion, tu veux entretenir l'appareil, tu veux entretenir le personnel navigant, le personnel au sol, tu as intérêt à vraiment bien gérer tes frais généraux et ton train de vie. Bon, et il y a quelque chose qui me donne une présomption peut-être qui fait que je leur donne un crédit, c'est la technologie qu'ils ont choisie. Pour l'instant, en prenant deux ATR, qui sont des avions très, très économes et très adaptés pour les vols à courte distance, c'est-à-dire les vols régionaux. Je pense que là, ils sont partis peut-être sur un pas plus modeste qu'avant. Parce que quand tu vois les cas de Sénégal Airlines ou d'Air Sénégal rouler avec des 4x4, etc., ça, un billet d'avion ne peut pas financer ça. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une gestion analytique de cette compagnie pour qu'au moins, sur chaque billet d'avion, vous savez, c'est là-bas où vous devez payer tous les salaires, le carburant, la maintenance, etc., et dégager votre marge. Il faut qu'on ait une approche très, très analytique dans la gestion de ce type. Parce que moi, j'ai eu la chance de travailler dans une compagnie aérienne, et ma foi, je vous dis, c'est pas facile de dégager une marge. C'est pas facile. Donc, je pense que on ne donne pas un chèque en blanc. Il n'y a pas de sorcier blanc, je n'y crois pas. Le directeur général qui est là, on a vu ce que Badjali nous a fait. Et voilà, il faut les monitorer, il faut leur donner des objectifs. C'est la question que les gens se posent. Est-ce que on ne peut pas trouver un Sénégalais qui est capable de diriger la compagnie, bien sûr, sans aller chercher un Français pour le diriger? Mais bien sûr, on peut en trouver. On peut en trouver totalement. Et c'est là où je me demande pourquoi aller chercher un sorcier blanc. Je n'y crois pas. C'est comme l'équipe nationale. On a un sorcier noir qui est là, sénégalais, et qui nous donne des satisfactions. Entièrement d'accord avec vous, Alassane. Oui, Moussa, c'est le choix d'aller chercher des expatriés à l'extérieur qui coûtent peut-être plus cher qu'un local pour gérer la compagnie aérienne. Mais oui, mais d'ailleurs, d'après les informations, le sorcier blanc, là, comme dit mon jeune frère, va nous coûter les yeux de la tête. Mais est-ce qu'au fond, c'est pas une question mentale, de façon générale, de nos dirigeants, même du bas peuple, qui croient que tout ce qui vient à l'extérieur, c'est meilleur? Oui. Est-ce que c'est pas un problème plus profond que ça? C'est ça. C'est psychologique. Non, mais moi je dis souvent dans mes critiques, je dis souvent dans mes critiques qu'on nous a fait un lavage de cerveau extraordinaire, au point que tout ce qui vient de nous c'est mauvais. C'est mauvais. Tout ce qui est noir est mauvais. Noir, c'est noir. Ou africain. Il nous reste de l'espoir quand même. Mais que ce qui vient de l'extérieur, c'est très bien. Alors moi, j'ai eu à critiquer ce régime sur ses choix économiques, politiques, stratégiques. Et ce choix du sorcier blanc fait partie des critiques que j'ai toujours émises vis-à-vis du régime de Macky Sall depuis qu'il est au pouvoir. Je ne vois pas, au XXIe siècle, après toutes les expériences que nous avons vécues, avec ce que je peux appeler comment dirais-je, cette expertise, voilà,
cette expertise dont dispose ce pays, ou même dont dispose l'Afrique, comment se fait-il qu'on aille chercher quelqu'un à l'extérieur pour diriger notre compagnie? Vous voyez, toutes les grandes compagnies africaines sont dirigées par des nationaux. Et elles sont parmi les meilleures au monde. Mais pourquoi nous allons mettre notre destin entre les mains de quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui va privilégier des compagnies de son pays? Ça, il ne faut pas se le cacher. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi poser la question aussi d'une autre façon, où on a pris aussi des sociétés nationales, on a confié à des Sénégalais qui les ont pillés aussi? Oui, mais c'est un problème politique. Parce que qu'est-ce qu'on demande aux gens le plus souvent? C'est pas seulement les sociétés, c'est pas seulement la compagnie, c'est d'autres sociétés. On leur demande d'être loyaux vis-à-vis du président ou du premier ministre. On leur demande pas d'être performants. Voilà. On leur demande pas d'être performants. Ils pillent. Regardez ce qui s'est passé au port. Regardez ce qui s'est passé au port. C'est encore dans l'actualité. Le type, au moment de partir, il signe pour 400 et quelques emplois. Parce que tout simplement, il fallait employer des jeunes venus de chez le président ou de chez quelqu'un d'autre. Mais c'est ça le mal. Tant que nous avons cette façon de gérer nos entreprises, mais ça ne marchera pas. Justement, est-ce que ce n'est pas cette façon de gérer qu'il faut complètement changer, ce paradigme, comme il absolument, l'a posé? Absolument, il faut des ruptures. Nous sommes un pays pauvre, Alassane. Nous n'avons pas de ressources. Il y a des secteurs vitaux, les ports, les aéroports, la téléphonie, l'eau, l'électricité. Il faudrait qu'on les gère en bon père de famille. Ce pays, quand même, a aujourd'hui des générations de ses fils très bien formés qui peuvent travailler dans tous les compartiments de l'entreprise, qu'elle soit publique, privée, nationale, étrangère, etc. Il est temps qu'on amène des ruptures sur ce plan. Je suis entièrement d'accord avec cela. Et il faut aussi, quand on confie des sociétés à des personnes qui sont nommées par décret, etc., il faut un cahier des charges. Il faut des indicateurs de performance, il faut les évaluer. Mais vous ne pouvez pas être là dans une société, rester 5 ans, 10 ans, parce que tout simplement vous drainez du monde, au point de vue politique. Non. Je pense que on y viendra. Quand le Premier ministre dit le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous, ça veut dire que tous les fils de ce pays sont capables, quelle que soit leur coloration politique, d'occuper des postes, des stations pour travailler pour les populations. Cela est important. Peut-être que nous allons y revenir dans le décryptage de son discours. Mais justement, ça nous permet d'y aller avec la DPG, Sénégal pour tous, Sénégal de tous. On a retenu que le Premier ministre a parlé de la formation et de l'éducation vers les sciences, le numérique et les technologies. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'état actuel, où on est au Sénégal, vous pensez que cette concentration sur ces segments fondamentaux dans une économie sont pris en compte effectivement? Écoutez, moi d'abord, c'est sur son slogan « Sénégal de tous, Sénégal pour tous ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que ça ne correspond pas à la réalité que vivent les Sénégalais. Et ensuite, je remarque que c'est presque un plagiat du Brésil. Parce que le Brésil, c'est le pays de tous. Donc l'imagination, évidemment, n'étouffe pas ce régime. Et quand on dit Sénégal de tous, Sénégal pour tous, alors qu'on a une gestion, pour moi, que j'appelle clanique du pouvoir. C'est les copains, c'est la famille, c'est les amis. Et on voit le fossé entre le 0,1% de Nanti, qui mange la croissance dont Amadouba se targue tous les jours dans ses discours, et l'immense majorité des Sénégalais qui ne mangent pas à leur faim. Moi, je viens du Fouta. J'ai passé 10 jours au Fouta. Il y a un problème de sécurité alimentaire là-bas. Voilà, il y a un problème de sécurité alimentaire dans beaucoup de zones. Je viens du Fouta, je suis du Fouta, donc je connais les réalités. Mais les Amadouba et autres ne connaissent pas ces réalités-là. Donc, Sénégal de tous, Sénégal pour tous, c'est un slogan, encore. Et on le fait pour la campagne de 2019, ça fait partie de la campagne. D'ailleurs, on a dit budget social, l'année sociale 2018. Mais tout le monde sait que c'est pour préparer la campagne. Donc, toutes ces promesses dans le numérique,
pour moi, ça risque de rester encore à l'état de promesse. Parce qu'il y a beaucoup de promesses qui ont été faites par le passé, mais qui n'ont jamais été réalisées. Mais comme nous sommes dans une année électorale, parce qu'ils ont commencé leur campagne, ben écoutez, c'est bon de dire aux Sénégalais, non, on va s'occuper de vous, alors que ce ne sera pas le cas. Les Sénégalais réclament un plan Sénégal Éducation, au lieu du PSE, plan Sénégal Éducation, à la place du plan Sénégal émergent. Parce que pour eux, il faut passer par l'éducation d'abord pour régler les problèmes. C'est la clé. Mais non, non, je pense qu'il ne faut pas aussi tomber dans l'excès de slogan. Plan Sénégal Éducation, vous savez, le PSE a un pilier qui s'appelle le développement du capital humain. Donc ces questions sont prises en charge. Donc c'est pas la peine de faire un sous-plan PSE. Mais pour revenir de manière plus générale à la déclaration de politique générale du Premier ministre, je partage pas. L'éducation et la formation. L'éducation et la formation figurent en bonne place. Vous savez, je pense que aujourd'hui il y a une nouvelle forme de paradigme qui apparaît, c'est qu'on s'est rendu compte que le système éducatif, avec la domination de l'enseignement général, ne produisait pas suffisamment de jeunes qualifiés pour les métiers. Et donc tout le monde était dans des formations trop généralistes de gestion, de commerce, etc. Et la structure du secteur privé local ne peut pas absorber ces fonctions bureaucratiques. Marketing, communication. Voilà. Et aujourd'hui, on va rectifier ce tir. Encore que je suis partisan du droit à l'enfant de faire ce qu'il veut. Et ça, c'est une autre affaire. Mais aujourd'hui, on est en train de rectifier en disant que il faudrait que on produise des jeunes bien formés pour les secteurs secondaires et primaires. Donc l'agriculture, l'industrie. Et ça, c'est la formation professionnelle. Donc on est en train de voir comment rendre adéquat adéquates les formations et donc l'emploi qui sera offert aux jeunes. Ça me paraît important de corriger ça, parce que vous vous souvenez des années où il y avait un développement des lycées techniques, de La Fosse, Pikine, Kaolack, etc. On n'a pas continué ce mouvement qui a été impulsé au lendemain des indépendances avec quelqu'un comme Émile Badiane, etc., qui était les ministres de la formation professionnelle. Donc je pense qu'il faut continuer parce que le pays est dans un nouveau trend. Il y a aujourd'hui le secteur minier qui est en développement, etc. Donc il faut orienter les formations. Mais pour revenir à la DPG, moi j'ai trouvé des points de satisfaction. Je pense que John, c'est vrai, il a fait un discours bilan avec beaucoup de chiffres, etc. Et de campagne aussi. Ben oui, ce qui n'est pas mauvais en soi. Vous savez, comme on dit, la politique c'est un jeu de combat. Et quand tu es à la veille d'un combat, vous n'avez qu'à demander à Balagaï ou Griboro, on se prépare. Mais là où moi j'ai eu beaucoup de points de satisfaction, comme je le dis, inutile d'y revenir, l'inclusion sociale, la politique d'insertion des jeunes, des femmes, etc. Mais j'énonce demain. D'abord, une petite parenthèse, ça concerne ma localité là-bas. Il parlait du Fouta, moi je suis du Pakao. Le Premier ministre a parlé du domaine industriel de Sédhiou. Eh bien, je pense qu'il n'a pas été bien informé. Ce domaine industriel aujourd'hui accueille plutôt des herbes que des entreprises. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, c'est pas désherbé, c'est vraiment un no man's land. Pour accueillir des entreprises, faut pas y penser. Il a été mal informé. Un autre point d'insatisfaction que moi j'ai, encore que globalement je suis satisfait de sa DPG, mais je suis resté sur ma faim par rapport au secteur privé, Alassane. Le Premier ministre n'a pas dit quel est le rôle et la place du secteur privé sénégalais par rapport au PSE, par rapport à ces ouvertures de nos économies avec les partenariats publics-privés, avec aujourd'hui l'entrée du Maroc, etc. Nous avons un secteur privé qui est sous stress de la venue massive des Chinois, des Marocains, etc. Sous stress de la difficulté à se financer, alors que il y a une grosse bande passante de gros projets structurants.